Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien VA+. Alors je vous rappelle comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. C'est très important pour le référencement. Alors en ce début de mois de septembre, c'est la rentrée des classes comme vous le savez. Et dans les facs, ça va être la rentrée des woke. Et c'est pour ça que je reçois Pierre Valentin. Tu es l'auteur de l'idéologie woke en 2 parties auprès de la Fondation pour l'innovation politique. Alors, on parle de wokisme évidemment, on en a parlé dans une vidéo précédemment. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'idéologie woke? Alors le terme woke déjà en traduction littérale en anglais ça veut dire éveillé. Et plus généralement dans ce contexte de justice sociale, éveillé aux injustices que subissent les minorités dans les pays occidentaux. Cette définition étant assez souple, on va comprendre au fur et à mesure de l'entretien en quoi ça se distingue, je dirais, du progressiste old school des années 60. Alors on avait fait une vidéo il y a quelques semaines sur l'idéologie woke. Cette fois on va en parler de façon plus sérieuse parce que c'était un peu rigolard. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qui est un peu à la base du wokisme, la critical race theory? Oui, c'est une des branches académiques les plus populaires du wokisme. Je pourrais même dire qu'en Amérique en ce moment, c'est sans doute un des sujets les principaux dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a un clivage sur cette question qui est très fort. Alors, qu'est-ce que la critical race theory? Cette théorie critique de la race, donc, comme son nom l'indique, est d'abord une critique de la vision libérale et universaliste, donc colorblind, qui cherche volontairement à ne pas voir les couleurs. Les penseurs de la critical race theory, comme Ibrahim X. Kendi, qui est particulièrement connu et réputé chez les woke, vont expliquer qu'ils préfèrent en fait les ethno-différentialistes d'extrême droite parce qu'eux au moins jouent carte sur table, alors que les colorblind, les universalistes Les antiracistes, un peu comme on les connaît aujourd'hui. Les antiracistes un peu old school, eux sont perfides parce que à cause d'eux, on ne peut pas vraiment parler de la domination parce qu'on fait semblant que tout le monde est égal, qu'on s'en fiche, etc. Alors qu'aujourd'hui, il faut arracher ce masque-là, c'est assez nietzschéen dans la vision, arracher ce masque de neutralité pour montrer qu'en fait, il y a bien une domination du noir par le blanc. Et c'est cette idée selon laquelle, si on voulait être un peu taquin, on va essayer d'abolir et d'éradiquer le racisme par les moyens improbables que de le percevoir partout. Donc le racisme est partout, et en même temps c'est le pire crime, ce qui a tendance à indiquer que la société tout entière est vraiment très mauvaise. Alors, qui sont un peu les woke? Alors, on les retrouve où? Alors, on a dit en intro qu'en effet c'était dans les facultés. Est-ce que tu peux décrire un peu qui sont les promoteurs de l'idéologie woke en général? Alors, sachant que c'est même des universitaires, des professeurs, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs profils. Il y a, je pense, des penseurs qui théorisent la chose. Mais ensuite, au niveau des militants, déjà, en moyenne, c'est une femme, plus que des hommes. C'est une corrélation qui est assez forte, mais ce n'est pas la plus importante. Le plus important, c'est le fait que, déjà, il n'y a pas de prolétariat woke. Les classes populaires ne le sont pas, c'est que des classes aisées. Et deuxièmement, c'est que des jeunes. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de vieux woke. Ça n'existe quasiment pas. En Amérique, ça existe un peu plus, parce que vu qu'ils ont un peu d'avance, les gens qui grandissent et qui... c'est délicat à dire ou pas, mais... le sentiment qu'il reste woke, même en grandissant, encore à 40 et quelques. Mais en tout cas, en France, ça dépasse pas 30 et quelques années. Donc, pour résumer, si on voulait faire le portrait robot, c'est une jeune femme entre 18 et 35 ans, diplômée ou en cours de lettres, issue d'une famille plutôt aisée, qui, à la présidentielle de 2017, a probablement voté Benoît Hamon ou alors Jean-Luc Mélenchon, et qui aujourd'hui est proche soit de la France Insoumise, soit d'Europe Écologie Les Verts. Alors on parlait tout à l'heure de la théorie critique de la race. Il y a plusieurs autres concepts qui en découlent, notamment le white privilege. Alors on en a parlé dans la dernière vidéo. C'est le privilège qu'auraient les personnes blanches sur les personnes de couleur. Alors est-ce que c'est pas une contradiction des woke qui se veulent très antiracistes et qui finissent par essentialiser une catégorie de personnes selon leur couleur de peau? S'il y a des points communs, je dirais, un peu assumés parfois entre le wokisme et le wokisme se veut ouvertement comme, je dirais, anti-nazi, de faire l'inverse du nazisme. Sauf que, comme le démontre magistralement George Orwell dans La Ferme des Animaux, lorsqu'on définit sa révolution d'abord par la négation, donc dans La Ferme des Animaux, c'est éradiquer l'homme et tout ira mieux, donc faire l'inverse de ce que fait l'homme, on finit fatalement par revenir au point de départ et à refaire ce qu'on critiquait. Les antifascistes deviennent des fascistes, c'est ça que voilà, c'est une phrase qui est un peu faite et refaite, mais oui, il y a une part de vrai. Il y a un peu de ça dans, je dirais, le rapport à la race. C'est-à-dire que ça, si on regarde, par exemple, ce qui a été fait en Amérique autour des années 60 sur les droits civiques, on essaye de
minimiser, je dirais, la pertinence politique des catégories raciales et même sexuelles. En fait, on déplore le fait que ce soit pertinent. On dit ce serait mieux que ce soit pas pertinent et qu'on s'en fiche et que homme, femme, blanc, noir, etc. Et que le wokisme, et c'est là où la seconde phase, cette seconde étape du postmodernisme dont j'ai parlé tout à l'heure, est particulièrement importante, c'est qu'on vient dire qu'en fait, cette égalité que l'on cherche, cette neutralité, parce que c'est une mise au même niveau, n'existe pas. Il n'y a que des hiérarchies, il n'y a que du pouvoir, il n'y a que des dominants et des dominés. Et donc, dans la mesure où l'égalité n'est pas possible, on va renverser la chose, on va renverser ce binaire et on va re-racialiser. Enfin, pas vraiment, pour eux, c'est pas re-racialiser l'espace social, c'est démontrer en fait que nous n'avons pas un espace social non racialisé. On soulève le couvercle, on arrache le masque et on montre la réalité crue en dessous en disant arrêtez de faire croire qu'on est égaux, c'est pas le cas. Le noir est encore opprimé par le blanc. Et du coup, finalement, le colorblind, le gentil antiraciste, finalement, se retrouve du côté des racistes aujourd'hui parce qu'on lui reproche de ne pas s'inquiéter de la discrimination raciale qui existerait encore dans la société. Et du coup, au nom de l'antiracisme, on se gargarise de percevoir la race partout. D'accord. Alors, deuxième concept qui découle un peu de la théorie critique de la race, c'est la white fragility, fragilité blanche. Et en gros, c'est quand explique-nous. C'est quand un blanc ne veut pas assumer son racisme intrinsèque. Disons que lorsqu'un blanc est traité de raciste, le fait de mal le prendre est une preuve de fragilité blanche. Disons que c'est une fragilité blanche est perçue un peu comme une absence de remise en question. Il faudrait être capable de se remettre en question. Et le problème avec ce concept, c'est que alors, il y a Robin DiAngelo, déjà, c'est celle qui en a le plus parlé, mais sinon, il y a aussi une militante racialiste que je cite dans mes travaux, qui s'appelle Ali Henny, si je dis pas de bêtises, et qui avait fait un post Facebook avec 16 questions. Et si quelqu'un répondait positivement à une de ces questions, c'était une preuve qu'il souffrait donc, de fragilité blanche. Et le problème, c'est que dans ces questions, il y a est-ce que, je la fais de tête, mais est-ce que vous réagissez mal lorsqu'on vous traite de raciste ? Est-ce que lorsqu'on vous traite de raciste, vous vous dites non mais j'ai un ami qui n'est pas, j'ai un ami noir, plus noir qu'une arabe ? Ou est-ce que vous dites est-ce que vous restez silencieux ? Est-ce que vous cherchez à quitter les conversations, etc. Et si vous répondez oui à de ces questions, vous êtes raciste, vous souffrez de fragilité blanche. Donc on voit qu'on peut difficilement échapper à l'accusation. C'est comme les bons vieux procès de sorcière en fait. Si la sorcière se noyait, les bons vieux, ça nous manque. Si la sorcière se noyait, elle était innocente, tant pis pour elle, et si elle se noyait pas, c'est-à-dire qu'elle était coupable. Et donc c'est toujours pile je gagne, face tu perds dans ces accusations-là. On va en reparler de ça, mais c'est un raisonnement un peu circulaire, c'est que c'est comme les personnes de couleur qui nieraient être victimes d'oppression systémique, on les accuserait d'avoir intégré de la domination. C'est ça. Prenons, disons, toutes les situations possibles de désaccord. Il y a quelqu'un qui fait une assertion woke ou qui parle de théorie woke. Moi, je suis un blanc, je dis que je ne suis pas d'accord, je donne un argument. Soit, en tant que blanc, j'ai grandi dans une culture toxique et raciste. Donc, comme le poisson qui baigne dans l'eau et qui, du coup, n'est pas capable de l'apercevoir, c'est pour ça, en fait, que je ne suis pas d'accord. C'est que j'ai grandi dedans, j'ai été matrixé. Voilà. Ou alors, si je le fais, là, c'est plus sinistre, donc sois naïf, c'est la première option. Ou alors, si je m'oppose à ça, c'est que j'ai réussi à voir à travers la neutralité, comme les woke. Je suis pareil que de ce point de vue-là. Et je vois que je suis dominant et j'ai pas envie de perdre la place de dominant. Moi, sur Twitter, je vois ça tout le temps. Je vois des gens qui me disent, quand je critique le wokisme, donc fait à l'appui, avec des statistiques, des arguments, etc., des sources, ils vont me dire ça se voit trop qu'il a peur de perdre son privilège. Donc il y a déjà un ad hominem qui est intégré dans leurs arguments, qui est institutionnalisé. Ensuite, si je suis, imaginons, un noir, ou une femme, enfin quelqu'un qui appartient à une catégorie opprimée, dans le schéma de l'intersectionnalité, et que je ne suis pas d'accord, il y a là aussi pas beaucoup d'options. Ça veut dire que j'ai intégré le racisme de la classe dominante, donc internalized racism, comme ils disent, ou alors internalized misogyny, où j'ai intégré le sexisme de la classe dominante. Donc en fait, l'idée d'un désaccord sincère, bienveillant et étayé, et désactivé d'avance. Donc on ne peut pas vraiment avoir un désaccord avec le wokisme. En effet, on voit que l'essentialisation, que le discours antiraciste rejeté revient avec ces catégories, blancs, racisés, etc. La contradiction n'est pas un obstacle en plus dans la pensée woke. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est... alors ce qui est vrai, c'est qu'en effet, c'est bourré de contradictions. Pourquoi ? C'est ça la question qui m'intéresse. Parce que, par exemple... Pour insister sur l'aspect contradictoire, il y avait le journaliste britannique Douglas Murray qui, dans son ouvrage La Grande Déraison,
avait souligné le fait que dans l'acronyme LGBT, il y avait beaucoup de lettres qui ne s'aimaient pas beaucoup entre elles. C'est-à-dire que vous avez... Lui, d'ailleurs, il est homosexuel, donc d'une certaine manière, il a le droit de le dire, et il montre comment, qui connaît bien ce milieu-là, les lesbiennes accusent les bi, en fait, d'être des gays qui s'assument pas, et des gays accusent des bi d'être des lesbiennes qui s'assument pas. Donc chacun se renvoie le bi dans le camp de l'autre. Déjà, l'ambiance est pas folle, le groupe ne vit pas très bien. Et entre T et L, entre trans et lesbiennes, ça se passe pas. Ça se passe pas très bien non plus. Et entre trans et féministes, ça se passe très très mal. On pourra en reparler tout à l'heure. Ouais. Donc on voit une espèce d'amalgame de lettres qui s'ajoutent sans cesse d'ailleurs, et on se dit mais en fait qu'est-ce que ces gens-là font ensemble. Et on pourrait s'arrêter là et dire c'est contradictoire. Mais à mon sens, on peut pousser l'analyse un peu plus loin et se dire en fait, ce qui vient justifier ces contradictions, c'est que leur terrain d'entente est négatif. Ils sont unis dans ce qu'ils détruisent. Ils sont unis dans le fait qu'ils détruisent, en fait, disons, la conception traditionnelle des relations homme-femme en Occident. Et c'est pour ça que la contradiction est à ce point tolérée, c'est que la négation est claire. C'est-à-dire que quel est l'intérêt commun, je ne sais pas, là, on parle beaucoup des talibans en ce moment, des talibans et de certaines féministes. Il y a l'affaiblissement de l'Occident patriarcal, en fait. Et que c'est pour ça que ces contradictions sont légitimées et sont passées sous le tapis. À mon sens, c'est quand même ce qui va leur jouer des tours, qui fait que plus tard, ils vont avoir des difficultés. Et on voit déjà comment ces contradictions génèrent sans cesse des frictions au sein de la mouvance woke. Et bon, on pourra reparler, mais c'est à mon sens une preuve de l'héritage hegelien et marxiste qui voyait l'histoire comme un processus qui a avancé quelque part grâce aux contradictions internes. Donc les contradictions sont source de... C'est paradoxal, mais source de progrès et d'avance dans l'histoire. Oui, d'accord. Et je reviens toujours sur ce côté un peu contradictoire qu'on trouve chez les woke, notamment, et toujours dans l'essentialisme stratégique. Alors, sans te répéter, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que c'est quelque chose qu'une militante, qu'une auteure woke assume et théorise en quelque sorte. Alors, en effet, c'est un concept qui nous vient, l'essentialisme stratégique de Spivak, qui est une décoloniale, et qui explique que dans certaines conditions jugées politiquement favorables, ça vaut le coup d'essentialiser un groupe. Donc ce qu'elle dit, c'est toujours pareil, ils expliquent que c'est ce qu'on leur a infligé, donc ils ont le droit de le faire, que en fait les colonisateurs, lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils essentialisaient les autochtones négativement, en faisant un groupe homogène, en disant que globalement ils sont mauvais. Et en réponse à ça, selon Spivak, on aurait le droit d'essentialiser des moments stratégiques des groupes. Donc, par exemple, Robin DiAngelo explique qu'une identité blanche positive ne peut pas exister. Donc, ça ne veut rien dire, et il faut dissoudre de dire, par exemple, s'il y aurait une qualité proprement blanche, là il faut le nier, là il faut jouer la carte existentialiste et le dissoudre et dire non, ça c'est que des individus, rien à voir. Alors qu'à l'inverse, s'il y a un péché blanc, un défaut blanc, là on a le droit d'essentialiser et d'en faire un groupe. D'accord. Il y avait... D'ailleurs, c'était Geoffroy Lejeune qui l'avait très bien dit sur le plateau d'On n'est pas couché il y a plusieurs années. Au moment où l'équipe de France, de 98, gagne la Coupe du Monde, là, on a le droit d'essentialiser, on a le droit de parler des ethnies, on a le droit de dire ils ont gagné, c'est génial parce que ils sont black, blanc, beurre. Lorsque cette même équipe de France, encore plus diverse, quelques années après, sous l'ère Anelka et Domenech, fait n'importe quoi et joue très mal, là, on dit quoi ? Et lui, il avait arrêté sa question-là, question rhétorique, et... Là, on est obligé de diluer, de dissoudre et de dire non, c'est parce qu'ils étaient mal entraînés, c'est parce que machin, et rien à voir. Donc, dans un cas, on va parler d'essentialisme, et dans un autre cas, on va parler d'existentialisme. Et selon les situations jugées politiquement favorables, on va essentialiser ou existentialiser. D'accord. Et dans ce rejet un peu du rationnel, parce que bon, avec des contradictions, on ne fait pas vraiment un discours, une doctrine qui tient. Est-ce que c'est cette marque propre au wokisme de rejet de la science, car elle est accusée d'être un discours comme les autres de domination du système hétéro, patriarcaux, validiste, etc. quoi. C'est là où on voit en fait l'héritage du concept de savoir-pouvoir chez Michel Foucault, qui explique que en fait tout savoir, donc tout fait, implique corrélativement un champ de pouvoir, donc quelqu'un qui a une puissance, qui va mettre en avant ses faits, et à l'inverse, toute personne qui a du pouvoir va avoir corrélativement un champ de savoir. Donc il écrit toujours savoir-pouvoir avec un tiret pour montrer qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre. Ce qui fait que cette idée de savoir vrai en soi, de savoir désintéressé,
est détruite, elle n'existe plus. Du coup, on a toujours ce côté à qui profite le crime. C'est ce côté où déjà, dans l'essence de la pensée, même de la première étape de la philosophie postmoderne, il y a ce côté, ce que ils, en majuscule, ne veulent pas que vous sachiez. Parce que c'est le pouvoir qui détermine ce qui peut être su et non la science. C'est le pouvoir qui décrète ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et c'est pas la science. Et je constate qu'on voit cette mentalité assez complotiste dans son essence se développer également à droite. On voit beaucoup de slogans de gens qui disent ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Mais qui ? Exact. mais qui, à qui profite le crime, ça on le voit souvent. Et c'est quelque chose qui avait déjà identifié comme potentiel, disons risque potentiel, les deux sociologues que je cite longuement dans la note. Je confonds toujours, je crois que c'est Jason Campbell et Bradley Manning, ou non, Jason Manning et Bradley Campbell, et qui, eux, expliquent que lorsqu'on entre dans le paradigme de la victimisation, c'est-à-dire je suis le plus victimisé, tu es le dominant, etc., c'est très tentant pour le dominant, en place, de dire, bah, écoutez, moi je suis un blanc rural, mes parents ont échappé aux camps de concentration, moi je vis sur une somme dérisoire, donc en fait la vraie victime c'est moi. C'est-à-dire que c'est très tentant de rentrer dans ce qu'on appelle une concurrence victimaire, où chacun veut montrer qu'il est la vraie victime. Et on voit que sur l'aspect complotiste, c'est également quelque chose que la résistance au wokisme, où des gens à droite peuvent également... ça peut leur parler en tout cas, et c'est assez risqué, parce qu'on va avoir une société où chacun va se gargariser d'être censuré, en fait, ce qui est complètement débile. Bah, on va reparler de ce paradigme quasiment de la victimisation, de cette ère victimaire. Alors on va parler maintenant des gender studies. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans les gender studies ? Et j'ai même envie de te dire comment les États-Unis, comment l'Angleterre ou la France peuvent maintenir un PIB avec autant d'élèves qui sont en études de genre. Qu'est-ce qu'on produit avec ça ? Pas grand-chose, c'est sûr que c'est compliqué. En fait, on a une sorte de pyramide de Ponzi où ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sortent des grandes universités, donc Harvard, Princeton et Yale, et qui ont fait des études de genre. Le problème, c'est qu'on a payé très très cher pour faire des études à Harvard, Princeton et Yale. Même avant de payer, on a fait des études, on a dû avoir des excellentes notes, donc on s'est beaucoup investi pour avoir ça. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on a appris ? Pas grand-chose. Et donc il s'agit de légitimer post-hoc, a posteriori, ces études-là. Et on voit du coup les grandes entreprises dire écoutez, ils sont allés dans des grandes universités, ils ont forcément appris des choses bien, donc on va les prendre chez Apple, Coca-Cola, Microsoft, Amazon, etc. Et donc on vient légitimer les études qu'ils ont faites en leur créant des départements d'inclusion et de diversité dans les ressources humaines de toutes ces grandes multinationales. Donc ce qui est certain, c'est que ça aura des conséquences très graves, parce que si en haut de la pyramide de compétences, c'est-à-dire qu'en haut de ceux qui sortent des plus grandes universités, on a des gens qui n'ont aucun savoir applicable, ou je ne suis pas un dogmatique du savoir applicable, j'aurais étudié la philosophie, je trouve ça très bien, même si on ne peut pas tout de suite expliquer. Ce que tu as fait pendant 3 ans. Ce que j'ai fait pendant 3 ans. Philosophie et politique quand même, histoire de pas faire que fumer des pètes. Et moi je trouve ça très bien, parce qu'un savoir théorique c'est très important, mais il n'y a absolument aucune légitimité en fait dans le réel et aucune utilité à faire uniquement des études de genre. Et du coup, on est obligé de légitimer, comme je disais, a posteriori ces études-là en créant des départements dans les grandes multinationales. Et on va voir plus tard que c'est très utile même pour les woke pour avancer leur agenda. Oui. Alors un autre domaine assez amusant mais pourtant pris très au sérieux, les fat studies. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, ça peut prêter à rire. On pourrait dire que ça a mieux marché en Amérique parce que le marché était plus gros. Mais c'est ce qui est d'ailleurs vrai. Mais la raison pour laquelle j'ai parlé de ça, pourquoi s'embêter à parler des fat studies, donc il y a le mot fat qui veut dire obèse en anglais, on s'en fiche un peu, c'est moins important, on dirait que c'est moins influent que la théorie critique de la race, ça fait pas la une des journaux, il n'y a pas autant d'influence. La raison pour laquelle ça m'intéressait, c'est que ça permettait de voir jusqu'où il poussait le relativisme moral et scientifique. C'est-à-dire que l'idée d'être en bonne santé, c'est qu'une norme parmi d'autres. Il nie en fait les liens entre risque d'accident cardiovasculaire, risque de cancer, tous ces risques qui viennent avec la santé, diminution de l'espérance de vie. Tout ça, ils sont prêts à le nier en fait pour défendre l'exception face à la norme, pour défendre la victime, pour défendre le statut marginal. Et c'est de ce point de vue-là que je trouvais ça intéressant d'étudier ça. Par exemple, ceux qui s'opposent aux fat studies font preuve de nutritionnisme. Ça, c'est une accusation qui est portée. Ou de healthism, donc de bonne santé. C'est ça, le santéisme, en fait. Donc, il
y a un relativisme qui est fort, qui fait que, quelle que soit la norme, même les plus évidentes, comme être en bonne santé, on va mettre en avant l'exception et on va dire, regardez, vous marginalisez des personnes en surpoids, c'est tragique, alors que c'est pas du tout le cas. D'accord. Et d'ailleurs, quand tu dis de relativiser toute norme, est-ce que tu penses un jour, par exemple, que on remettra en question l'âge de la majorité? Par exemple, aux États-Unis, elle est de 21 ans, en France, c'est 18 ans. Pourquoi ce serait pas subjectif, par exemple? Pourquoi ça, on pourrait pas le remettre en question aussi? Est-ce que tu as déjà entendu des gens commencer à remettre en question ça, ou ce genre de choses? Pour l'âge de la majorité, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait... Parce que ça peut être très subjectif. Oui, bien sûr, mais en fait, la majorité, dans la mesure où c'est un processus, c'est ce que j'explique dans la conclusion de mes travaux, purement négatif. C'est un processus de déconstruction, donc de destruction. Oui, le stade terminal, ça peut aller très loin. Changer de prénom tous les jours. Voilà, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la dysphorie de genre et qui le voient comme un statut marginal à exalter. Il y avait quelqu'un sur Combini qui était passé et qui expliquait ça. Alors apparemment, même pour Combini et même pour Twitter, c'était un peu choquant parce que les commentaires ont été assez négatifs. Donc on théorise cette sorte de fluidité, cette incarnation du flux le plus possible. Et donc en effet, on remet en cause toute norme. Il y a les disability studies qui font ça aussi sur le handicap. D'ailleurs, les disability studies, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est la même idée que pour les fat studies, mais pour les handicapés, c'est ça? C'est ça. On explique qu'il n'y a rien en fait que le handicap est un peu une construction sociale et que le fait par exemple d'être valide, donc d'avoir tous ses sens qui fonctionnent, de n'être pas aveugle, de ne pas être muet, etc. En fait, nos sociétés sont injustement bâties pour favoriser ces gens-là. Et il faudrait rebâtir des sociétés pour que la norme ne soit pas ça, que la norme soit déconstruite et soit autre chose. Et face à ça, on a une tentation qui est de ne pas soigner son handicap, parce que du coup ce serait trahir l'exception à la norme, ce serait trahir les marginaux en rejoignant la norme, et c'est particulièrement troublant quand des personnes peuvent s'auto-diagnostiquer autistes par exemple. Et c'est une tendance qu'on voit beaucoup en France, qui a beaucoup progressé. Si vous tapez autodiag sur la barre de recherche Twitter, vous allez voir énormément de comptes, essentiellement de jeunes femmes, qui s'auto-diagnostiquent autistes. Pourquoi? Parce que, je cite notamment une militante dans la note qui explique « Je ne crois pas qu'il faille accorder le pouvoir aux complexes médico-industriels », donc voilà des termes assez complotistes, le pouvoir de décréter qui est autiste et qui ne l'est pas. Donc dans l'idée de résister au pouvoir en place, on va décentraliser en quelque sorte et chacun pourra décréter, s'auto-diagnostiquer autiste ou pas. Et ce qui est terrible, c'est quand c'est un autodiagnostic et qu'il n'y a du coup pas de contact avec des professionnels de santé, il y a la volonté de s'enfermer dans ce statut marginal, alors que, contrairement aux autres statuts marginaux, là c'est vraiment des maladies mentales pures et dures, et il y a la volonté du coup de ne pas se soigner parce qu'il faut garder son statut de victime. Et aussi il reproche à la société de vouloir les guérir, de vouloir atténuer leurs maux, et donc quelque part, la société leur reprocherait d'exister. Il brouille une distinction, en fait. Il y a des gens qui cherchent à soigner le handicap. Donc, on voit souvent des vidéos sur les réseaux sociaux de jeunes enfants, par exemple, qui pour la première fois arrivent à entendre. Et c'est des miracles de la science et de la technologie qui parviennent à régler le handicap, donc à éradiquer le handicap. Et eux, ils viennent brouiller cette distinction en disant qu'en réalité, ces gens-là cherchent à éradiquer les handicapés. Donc ils projettent en fait le nazisme sur la volonté d'éradiquer le handicap et non pas les handicapés. Et évidemment que c'est très cynique, c'est pas du tout la même chose. Alors avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on se rend compte en fait que la victimisation est au cœur de chaque action des woke. En fait, c'est le nerf de la guerre, entre guillemets. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé brièvement de la mouvance autodiag. Lorsque vous êtes une jeune femme, ou un jeune homme d'ailleurs, mais disons que ça touche beaucoup plus les jeunes femmes malheureusement ce mouvement, vous êtes d'une famille aisée, vous êtes soit diplômé, soit en passe de le devenir dans une grande université prestigieuse, donc sur beaucoup d'axes différents, vous êtes objectivement une privilégiée. Et donc, pour traduire dans leurs termes, une dominante. Et dans une idéologie qui sacralise le renversement, la révolution, la subversion, la transgression, etc., vous êtes assez mal barré parce que du coup, c'est vous qui allez être renversé en quelque sorte. Et donc, il y a une tentation, une prime à se faire un storytelling, se réécrire son histoire en se mettant en bas. Il y a notamment beaucoup de
comment on dit, ceux qui reçoivent des applications dans le monde universitaire des étudiants, ils font remarquer qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des narratives of oppression, donc des histoires où les gens expliquent moi, à l'âge de 6 ans, je me fais taper par mon père. Des applications, tu veux dire des candidatures? Des candidatures, pardon. Des candidatures de gens qui veulent entrer dans les écoles. Okay. Et ces gens-là ont remarqué que les élèves mettaient constamment en avant j'ai grandi sans un parent, la vie était dure pour moi, j'ai toujours été autiste, j'ai toujours eu du mal à comprendre les gens. Le père était homme d'affaires et la mère était actrice. Oui, c'est ça. Mais ils cherchent toujours à mettre en avant ça. Et donc, il y a une volonté de réécrire son histoire comme étant en bas de la hiérarchie et non pas en haut. Parce que dans la mesure où ça nous apprend en creux que le statut de victime est une ressource sociale. Un autre exemple que donnent les sociologues que je cite dans la note, c'est le fait qu'on a vu sur les campus universitaires depuis plusieurs années maintenant énormément de cas de figure où des gens mentaient, faisaient des fausses accusations de victimisation. Donc expliquer que, par exemple, ils avaient eu des violences policières alors que ce n'était pas le cas, et ils assumaient ensuite à avoir menti dans certains cas. Donc c'était assez ouvertement admis, et que c'était pour une bonne cause, pour mettre en lumière les injustices, etc. Et la conclusion tirée par nos sociologues que je trouve très intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'ils feraient ça s'il n'y avait pas un avantage à le faire ? Quel est le but de ces fausses accusations ? Et ce qu'ils disent, c'est ça démontre le fait que le statut de victime est devenu une ressource sociale à acquérir. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, sur ce côté victimisation, toi, tu l'as vécu assez directement parce que tu étais étudiant à ce moment-là à l'université d'Exeter en Angleterre, où en fait il y a eu un énorme ramdam autour d'une discussion entre des élèves, où il y a eu des propos considérés comme racistes, qui a déclenché une succession d'événements dans la faculté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment l'idéologie woke s'est mis en branle, comment les militants se sont activés pour déjà éjecter ces quelques élèves, mais surtout pour mettre en place une bureaucratie, des institutions antiracistes. Bien sûr. Le cas de l'université d'Exeter m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était de mémoire en 2018. Je le décris longuement dans la note, mais ce qui s'est passé en gros, tout a commencé par une délation sur Twitter. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, il y a une prime à la délation, où un élève a montré des captures d'écran de propos et blagues racistes sur un groupe WhatsApp privé, donc entre quelques élèves. Et il a dit, et c'est là où c'est intéressant, il a commis ce qu'on pourrait appeler souffert d'une distorsion cognitive qui est de généraliser. C'est-à-dire qu'on va prendre, c'est un truc que font les déprimés par exemple, on va prendre un fait négatif, donc là, un groupe WhatsApp raciste, et on va en déduire une réalité générale un peu hâtivement. Et il a dit, il y a ce groupe WhatsApp raciste, c'est la preuve d'un racisme systémique dans toute l'université. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les universités anglaises, c'est à la gauche de la gauche, c'est pas là où il y a le plus de racistes en théorie, mais c'est là où il y a le plus d'accusations de racisme. Et donc face à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Vu qu'on est dans une culture de la victimisation, on pourra en parler un peu après, la personne demande une intervention de la bureaucratie universitaire en disant « faites quelque chose ». Qu'est-ce que fait l'université ? Elle a viré les élèves, pur et dur. À tout jamais, d'ailleurs, leur nom sera associé à ça sur les recherches Google. La police s'en est même mêlée. Et la Bracton Law Society, donc l'association à laquelle ils appartenaient, a été dissoute. Donc il y a quand même des mesures très fermes qui ont été prises très rapidement. C'était pas une association politique d'extrême droite ou quoi que ce soit, quoi. Absolument pas. Et ensuite, c'est là où il y a une alliance objective entre le wokisme et la bureaucratie universitaire, chacun ayant besoin de l'autre pour se légitimer. Eh bien, la bureaucratie universitaire a pu légitimer son influence en disant « Regardez, heureusement qu'on est là », et derrière, créer des nouvelles structures bureaucratiques. Ils ont créé des nouveaux comités, ce qui fait des nouveaux salaires, des nouvelles personnes, et il y a un effet cliquet. Plus on en donne, plus c'est difficile ensuite de retirer des postes. Et il y a beaucoup d'articles, même avant le wokisme, qui montraient que il y avait déjà ce qu'on appelait un administrative bloat, c'est-à-dire une sorte de ballonnement bureaucratique sur les campus, où la part dans les dépenses des universités sur les revenus, les revenus bureaucratiques, donc des instances, n'a pas cessé de croître. Et donc ça, ces deux phénomènes se nourrissent entre eux. Alors pour comprendre leur comportement sur les universités, il faut en effet commencer par leur éducation. Les deux psychologues, Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, ont longuement étudié ça dans un excellent ouvrage qui s'appelle The Coddling of the American Mind, et dedans ils se sont dit en fait pourquoi est-ce que ces jeunes dans les campus se comportent comme ça, on va aller voir comment ils sont éduqués. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le wokisme
est très présent dans les plus prestigieuses universités, donc on va chercher chez les classes aisées, non pas chez les classes populaires. Comment est-ce que les jeunes des classes aisées sont éduqués par leurs parents? Et il note quelque chose, c'est que les jeunes ont très peu d'instants de jeu libre. Ça a été démontré, même avant eux, que les enfants avaient besoin de jeux libres avec des autres enfants de leur âge, sans supervision. C'est là notamment où ils jouent, ils incarnent des personnages, astronautes, princesses, etc. Parce qu'ils ont besoin de développer un peu leurs propres frontières et de se comprendre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont constamment sous supervision? Ils n'arrivent pas à perdre ce réflexe enfantin en grandissant, qui est de se tourner vers une source d'autorité pour régler leurs problèmes à leur place. D'accord. Donc, pour caricaturer un peu, plus jeune, c'est, je ne sais pas, quelqu'un de mon âge qui me vole mon seau, et je vais dire, papa, maman, c'est pas juste ce qu'il a fait, va le punir. Et plus vieux, donc à un niveau universitaire, c'est, j'ai pas aimé le mot offensant qu'il a dit, papa, maman, la bureaucratie universitaire, qui vient remplacer en fait, le rôle des parents, intervenez pour moi, faites quelque chose pour moi. D'accord. Et c'est pour ça que ces deux psychologues ont parlé de helicopter parenting. Donc, en gros, les parents qui, tel un hélicoptère, survolent leurs enfants et « Ouh, attention, tu pourrais te faire mal. Ouh, attention, il ne faut pas que tu ailles entendre des propos offensants. » Qui, ensuite, mènent à des helicopter bureaucracies qui, elles, font pareil que les parents en surprotégeant ses enfants. Et le problème, c'est que la surprotection génère une fragilité. Donc, les enfants sont incapables d'agir seuls. Et donc, ils ont besoin d'une surprotection. De régler leurs différends entre exactement. Pères, Et du coup, la surprotection, c'est un processus qui s'auto-alimente. Et je termine juste là-dessus. Les deux psychologues utilisent une métaphore intéressante, qui est celle de l'usage des cacahuètes en Amérique. Il y a quelques décennies, il y avait pas mal de parents qui, préventivement, sans même qu'il y ait aucune allergie aux cacahuètes dans les écoles, donc à un niveau assez jeune, donc au niveau primaire, etc., ils interdisaient tout préventivement. Donc même quand on disait mais il n'y a personne d'allergique aux cacahuètes, ils disaient non mais on ne sait jamais. Et même parfois ils vont plus loin, ils interdisent tous les aliments qui ont été conçus dans des usines qui produisaient des cacahuètes. Donc on augmente la surprotection. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que ces jeunes-là n'ont plus jamais été exposés du tout aux cacahuètes, le nombre d'allergiques aux cacahuètes a augmenté. Donc on voit comment une surprotection en fait finit par générer l'inverse du. D'accord. C'est-à-dire qu'on théorise. On essaie de protéger contre tous les dangers, sauf celui de la surprotection. On voit aussi, toujours sur la question des troubles mentaux qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu décris ça assez bien, pourquoi c'est très dangereux pour ces militants atteints de troubles, en fait, d'adhérer à l'idéologie woke Alors déjà, commencer par une statistique, un sondage, il me semble, de mars 2020 du Pew American Research qui pose la question suivante: est-ce qu'un docteur ou autre prestataire de soins de santé vous a déjà diagnostiqué un trouble mental? 56,3% des femmes de 18 à 29 ans progressistes et blanches ont répondu oui. C'est-à-dire qu'on a une majorité dans cette population-là. Donc je répète que c'est un peu technique. Jeunes femmes progressistes et blanches on dit oui. Donc on voit que c'est pas du tout marginal. Combien de pourcents? 60 56,3%. Donc c'est quand même gigantesque. Donc premièrement, c'est pas marginal. Ensuite, la question c'est pourquoi. Il me semble, c'est ce qu'expliquent bien plusieurs auteurs que je cite, que le wokisme, notamment à travers les micro-agressions, donc c'est le fait de percevoir des offenses dans des choses assez banales, pour faire court, les micro-agressions encouragent à percevoir le mal partout. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi une distorsion cognitive. Le fait d'amplifier les petites offenses, c'est normalement ce que font les gens déprimés. Et c'est très intéressant de constater que les personnes déprimées et les personnes woke partagent beaucoup de façons de raisonner, et c'est des mauvaises façons de raisonner. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le negative filtering. Donc vous allez me donner beaucoup de faits, et je vais uniquement retenir les mauvais faits. D'accord. Donc les autres, je vais les balayer. C'est ce que fait le déprimé. Il va lui arriver 3 bonnes choses dans la journée et une mauvaise, et il rentrera en se disant « quelle journée de merde ». Et il y a aussi le mind reading, donc l'idée que tu vas dire des choses en apparence normales, et je vais lire, donc c'est le procès d'intention. C'est ça, je vais lire dans ton esprit, je vais lire tes pensées secrètes et dire non mais en fait, il a dit ça, mais ce qu'il voulait vraiment dire c'était bien pire, c'était ça. Ouais. Et donc les gens font de plus en plus ça. Ils font beaucoup ça, absolument. Mais alors encore une fois, ces distorsions cognitives, c'est pas que les woke qui le font, mais il y a quand même une corrélation qui est assez intrigante. Oui, bien sûr. Et je donne beaucoup d'autres exemples dans la note de ces distorsions cognitives. Et le problème, c'est que les psychologues, par exemple, qui cherchent à soigner les personnes qui souffrent de dépression, ils les apprennent à identifier ces distorsions et à les corriger. C'est-à-dire c'est l'exact inverse de ce que fait le wokisme, qui
demande de favoriser ces distorsions. Et c'est intéressant de lire des témoignages de gens qui sont sortis du wokisme, qui étaient dedans. Ouais. Ils expliquent qu'ils avaient vraiment une vie malheureuse, en fait. Le mal est partout, c'est ce qu'explique le wokisme. Le mal est partout, tout n'est que pouvoir. Donc quelqu'un qui fait un geste bienveillant, on ne peut pas lui faire confiance. Et ça pousse donc à repeindre toute la réalité sociale en noir. Ouais. Et évidemment que les gens qui tombent là-dedans, il faut essayer de les aider. Il faut essayer de faire en sorte à ce qu'ils en sortent. Et malheureusement, je ne suis pas optimiste sur notre capacité à le faire. C'est très difficile. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes, là aussi, c'est une autre, je dirais, pandémie dont on pourrait parler, mais c'est le nombre de dépressions. En fait, l'arrivée des réseaux sociaux, globalement, a eu un effet désastreux. Les réseaux sociaux et les écrans. Ouais. Un effet désastreux sur, je dirais, la santé mentale des jeunes. Ça, c'est un peu un truisme. Alors, selon les études, c'est pas tant parce que regarder un écran générerait une dépression chez vous, c'est que l'écran et les réseaux sociaux, c'est un peu différent, on en reparlera après, mais on vous empêche de faire toutes les activités qui vous empêchaient d'être déprimé avant. C'est-à-dire aller voir des amis, aller faire du sport, sortir, tout ça, c'est des choses qui sont des cures formidables naturelles à la dépression. Donc l'écran va vous empêcher de faire ça. Ensuite, les réseaux sociaux ont beaucoup plus affecté négativement les jeunes femmes que les jeunes hommes. Pourquoi ? Les statistiques sur les suicides qui sont sorties, qui sont assez c'est terrible, impressionnantes. dramatique. Il y a beaucoup plus de. Je l'ai plus en tête. Peut-être que je peux. Dans le documentaire Nos écrans de fumée, qui est très intéressant sur le mécanisme des réseaux sociaux et des algorithmes, il montre ça, en effet, l'explosion du taux de suicide qui est à peu près corrélé à l'apparition des réseaux sociaux, notamment Instagram, où on est beaucoup dans l'image, la comparaison. Absolument, on a beaucoup notamment de désordres sur l'anorexie, etc. Par rapport à l'image, le corps. Et en fait, je sais pas ce que plus généralement. Le wokisme arrive, pardon, je te coupe, mais le wokisme arrive sur un terrain hyper fertile en fait. Bien sûr, il arrive sur un terrain fertile. Maintenant, ce qui est délicat, c'est d'établir le sens de la causalité. C'est-à-dire que, est-ce que. Moi, je pense que penser woke pousse à la dépression. Maintenant, est-ce que les déprimés sont plus poussés vers le wokisme ? Ça, je ne sais pas, peut-être. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a en effet un terreau favorable de désordre. Maintenant. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ont plus affecté négativement les jeunes femmes ? Les hommes, lorsqu'ils ont un différend, ils ont tendance à le régler en face et souvent de manière soit physique, soit assez frontale. Et les jeunes femmes, c'est les études qui démontrent ça de manière assez intéressante, ont plutôt tendance à le faire par la réputation, donc à salir la réputation de l'autre. Et qu'est-ce que les réseaux sociaux ? Sinon une gigantesque machine à réputation, en fait, faite et défaite. Donc le petit garçon qui à l'école a eu des emmerdes, avec d'autres camarades garçons, il rentre chez lui et c'est fini. La jeune femme, elle rentre chez elle et ça ne fait que commencer, parce que là, les réseaux sociaux continuent. Et donc, ça explique pourquoi c'est surtout les jeunes femmes, dans la mouvance autodiag notamment, chez les personnes déprimées, qui sont très affectées par ça, et on ne pourra pas en fait régler le problème du wokisme sans parler aussi de ce sujet-là. Et justement, est-ce que le wokisme et les troubles mentaux qui s'alimentent, est-ce que c'est un peu cet effet cercle vicieux qui fait qu'ils vont toujours plus loin dans cette vision du monde un peu noirci, où ils voient vraiment des agressions un peu partout, etc. Oui. Un des fils rouges de mes travaux, c'était cette idée que il est très difficile pour quelqu'un qui tombe dans le wokisme d'arriver à en sortir. D'accord. À la fois parce que c'est infalsifiable, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas possible d'avoir un vrai désaccord en fait avec quelqu'un dans le wokisme sans être méchant, sans être soit naïf, soit méchant. Donc de ce point de vue-là, ça enferme. Il donne beaucoup de définitions circulaires également. C'est-à-dire qu'une définition circulaire, c'est une définition qui utilise le terme que vous voulez définir dans la définition. Donc Ibrahim X. Kendi, dans une conférence, utilise le mot racisme dans sa définition du racisme. Oui. On cherche justement à savoir de quoi il parle. En fait. Donc il y a plein de sophismes qui font que ça enferme la personne à l'intérieur du wokisme. Mais maintenant, à un niveau, je dirais, plus troublant encore, il y a la question psychologique, qui est qu'en effet, on pourrait parler par exemple des trigger warnings. Le trigger warning, c'est quoi ? C'est pour faire une traduction littérale un peu bancale, c'est un avertissement de déclencheur. Par exemple, les personnes qui ont le stress post-traumatique. Suite à des situations de guerre. C'est ça, l'exemple le plus classique, c'est des conflits. Un soldat qui est rentré du Vietnam traumatisé, comme beaucoup. Il va tomber sur Rambo et ça va lui rappeler des mauvais souvenirs et il va faire une crise. Ça arrive souvent. On voyait beaucoup de gens qui notamment revenaient de la Première Guerre mondiale, mais qui entendaient des bruits forts, ils paniquaient. Et donc là, il y a une certaine logique en quelque sorte à prévenir ces gens-là en leur disant attention, ça risque de vous faire ressombrer en crise.
Et le problème, c'est que ce terme, le terme de trauma notamment, a connu ce qu'on appelle un glissement conceptuel. C'est-à-dire qu'il est venu à englober plein d'autres termes qui étaient beaucoup plus souples. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas appelé par ses bons pronoms peut se dire en danger et souffrir d'un trauma, qui n'est pas pareil que quelqu'un qui revient de la guerre. Et plus généralement, des gens ont démontré que les trigger warnings, donc par exemple, vous en avez, avant de lire, je cite ça dans la note, les métamorphoses d'Ovide, on dit attention, ça va être choquant, trigger warning. Ou je voyais ça, je regardais Mad Men sur Amazon Prime l'autre jour, ils mettent un trigger warning parce que quelqu'un va faire un blackface dans la série. Qui vraiment va tomber dans une crise en voyant un blackface dans une série. Soyons sérieux. Et beaucoup de gens ont fait des études qui montraient qu'en fait, dans la même logique de ce que j'expliquais tout à l'heure, les trigger warnings, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour soigner quelqu'un d'un vrai traumatisme. C'est-à-dire qu'il faut au contraire progressivement l'habituer et dépassionner le sujet en disant oui, tu es allé à la guerre par exemple, ou oui, tu t'es fait violer, mais toute ta vie ne peut pas être définie par ça. On va progressivement essayer de te réhabituer à des choses qui pourraient te rappeler ça sans que ça te refasse tomber en crise. Donc il faudrait faire l'inverse des trigger warnings, il faudrait progressivement réhabituer les gens à ce qui était jadis des sources de panique. En fait. Et comme ça, après, ils n'ont plus besoin d'être trigger warnés en permanence. Alors on en a parlé tout à l'heure, les sophismes woke, ils sont assez présents dans le discours. Est-ce que tu peux nous en décrire un avec un exemple précis ? Bien sûr, un des sophismes les plus répandus et qui, lorsque quelqu'un en use, on peut assez facilement décréter qu'il est woke, tellement il est central, c'est la question des disparités statistiques. C'est-à-dire qu'on va prendre n'importe quelle statistique raciale ou sexuelle dans un domaine, et s'il y a un déséquilibre, si c'est pas 50-50, ce qui n'est jamais le cas, on va voir la disparité comme une preuve de discrimination. Tout autre facteur sera jugé irrecevable. Donc, si dans les pompiers, par exemple, on note qu'il y a 95% d'hommes, ça n'aura rien à voir avec les intérêts naturels de l'homme et de la femme, l'idée d'une nature humaine différente, ça n'aura rien à voir avec le fait qu'elle pourrait préférer faire autre chose, ni avec un rapport à la force physique, tout ça. Ce sera purement du sexisme systémique. Et il fonctionne même sur un rapport de pile je gagne, face tu perds. Par exemple, il y a une historienne qui a parlé du coût COUT de la virilité. Parce que dans les prisons, il y avait, je crois, 87, prisons françaises, 96% d'hommes. Donc 96% d'hommes dans les prisons, c'est la preuve de la masculinité toxique et du virilisme de ces gens-là. On peut tout de même souligner que si à l'inverse, ça avait été 96% de femmes, on aurait parlé du sexisme systémique du système judiciaro-carcéral français, pour utiliser leur terme. Les pauvres femmes. Ouais, exactement, et qui a un problème avec les femmes. Et cet argument est pas purement hypothétique, parce qu'ils utilisent vraiment cet argument pour prouver que le système français est raciste, parce qu'il y aurait plus donc de minorités ethniques, enfin même si pas de statistiques ethniques en France, mais plus d'étrangers dans les prisons françaises, et ils disent non, ça n'a rien à voir avec une culture toxique dans ce cas-là, contrairement à quand on accuse les hommes. Là, c'est la preuve du racisme français. Il y a toujours une porte de secours. Voilà, et donc du coup, ils auront toujours, en fait, ces activistes et ces militants auront toujours un métier, auront toujours de quoi faire leur argent, parce qu'il y aura toujours des disparités statistiques. Et donc, on pourra toujours les interpréter dans un sens et toujours les utiliser comme des preuves. C'est de ce point de vue-là que c'est infalsifiable et que, imaginez une jeune personne qui tombe dans le wokisme, partout où il va se tourner, il ne verra que des confirmations de ces théories. Alors comment faire avec les woke, sachant qu'ils utilisent beaucoup de sophismes, beaucoup de biais, ces biais statistiques, etc. Comment faire pour discuter avec eux ? Est-ce que c'est possible ou tout de suite ils vont être dans le check tes privilèges, d'où tu parles, camarade ? Déjà, comme tu le dis, c'est très délicat. Je ne suis pas persuadé, malheureusement, qu'on puisse faire grand-chose avec des gens vraiment radicalisés. C'est déséquilibré. C'est vrai. C'est vrai dans beaucoup d'idéologies, mais c'est particulièrement vrai dans le wokisme. Maintenant, ceux qu'il faut chercher à convaincre, c'est ceux qui hésitent. C'est-à-dire que ceux qui entendent ce discours-là, qui est quand même très relayé sur les réseaux sociaux notamment, et qui disent moi je suis contre le mal, moi je suis contre l'oppression et la discrimination, peut-être qu'ils ont raison. Et il faut arriver à s'adresser à ces gens-là avant qu'ils s'enferment dedans. Donc je dis ça pour vos téléspectateurs, vos abonnés. Les 170 000 abonnés. Bravo. Si vous avez notamment une sœur, c'est souvent, c'est plus prépondérant chez les jeunes femmes, à l'université, etc., elle sera très soumise à ça. Elle va entendre ces discours-là. Et il faut arriver à lui expliquer les sophismes, il faut arriver à lui expliquer les petits tours de passe-passe, les tours de magie qu'ils font dans leur raisonnement, avant
que trop de prémices toxiques aient été ingurgitées en quelque sorte. C'est plutôt dans la prévention qu'il faut être. Prévenir plutôt que guérir, parce que guérir, c'est compliqué. Très infantilisant. Ouais, c'est un tout petit peu patriarcal. On frôle le mansplaining. Non, une explication. Déjà que le manspreading Baudouin, je note. Non, donc il faut essayer d'agir en amont. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la dérision peut être une arme intéressante. Ouais. C'est-à-dire que il y a eu, j'en parle longuement dans le 2e volume de la note, des personnes qui se sont dit, ces gens sont infalsifiables, ils écrivent avec un jargon impénétrable, ça doit être assez facile en fait de les parodier. Donc de rédiger dans leur style des études bourrées de bêtises et d'être acceptés dans des revues postmodernes jugées féministes, théorie critique de la race, etc. Sur des références dans le domaine. Jugées comme des références, comme des sources de légitimité qui ensuite, dans le débat public, les gens diront « Attention, c'est sérieux, ça a été cité dans telle étude ». Et on se rend compte qu'en fait, c'est des grandes usines à gaz. J'aimerais juste vous en citer une pour le plaisir. Alors, il y a eu une initiative en 2018 qui s'appelait Sokal au carré. C'était dans l'initiative, donc Alan Sokal, un peu plus tôt, en 96, avait déjà fait une parodie comme ça. Et ensuite, là, trois intellectuels se sont dit on va faire la même chose, mais en plus. Donc, ils avaient commencé à rédiger, je crois, une petite vingtaine d'articles. Ils ont fini par être démasqués. Et donc, ils n'ont pas pu tous les publier. Mais 4 ont été publiés et 3 étaient en très bonne voie d'être publiés au moment où la supercherie a été révélée. Et donc, c'est dans ces 3 études. Ces 3 études sont des inventions pures et dures, écrites comme ça. Voilà, alors, et 4 qui ont été publiées et 3 qui étaient en voie d'être publiés. Donc c'était entre 4 et 7, ça dépend comment on veut compter. Il y en a un qui s'appelait Human Reactions to Rape Culture and Queer Performativity in Urban Dog Parks in Portland, Oregon. Donc, l'enfer à traduire. Les réactions humaines à la culture du viol et la performativité queer dans les chiens à parc urbain dans l'Oregon au Portland. Et c'est une étude qui supposait, par exemple, je cite, d'avoir inspecté avec tact les parties génitales d'un peu moins de 10 000 chiens, tout en interrogeant les propriétaires sur leur sexualité, le tout afin d'en déduire une, je cite, culture du viol. Et non seulement cet article a été publié donc, dans Gender, Place and Culture, donc c'est une revue qui est réputée pour être particulièrement à la pointe de la géographie féministe. Et peut-être que des étudiants l'ont étudié en France. Il y a une des études qui ont été faites par ces gens-là qui était le pénis comme construction sociale ou quelque chose de cet ordre-là, qui a pas arrêté de ressurgir, si je peux me permettre, et qui parfois a été cité positivement derrière. Donc, pour revenir à mon article sur les parties génitales des chiens et les viols dans les cultures à parc du Portland, d'Oregon, cette revue particulièrement réputée pour être la pointe de la géographie féministe, non seulement a accepté donc, la publication de cette note, de cette étude, de ce papier académique, mais ils ont fini également par leur remettre un prix de reconnaissance pour leur excellence. Donc, face à ça, il y a des témoignages intéressants de ce type-là. Ils disent on a failli devenir fou ce jour-là parce qu'on avait réussi, mais on s'est dit en fait le monde n'est qu'une vaste simulation, quel enfer absolu. Et face à ça, à un niveau, je dirais, plus accessible et moins universitaire, il y a également le compte Twitter Titania McGrath, qui est très intéressant. Et ce compte Twitter a été créé par un comédien et journaliste anglais qui s'appelle Andrew Doyle, qui s'est dit, pareil, si on parodiait en fait sur Twitter. Et ce qui se passe, je vais donner quelques citations de Titania pour poser un peu la qualité du personnage. C'est une femme qui se dit écosexuelle, qui a des pouvoirs de spiritualité, de guérison, et qui explique que, je précise que c'est un conte satirique, c'est important de le préciser, là est toute l'ambiguïté justement, qui dit par exemple qu'on dira ce qu'on voudra sur l'État islamique, mais au moins ils ne sont pas islamophobes, ou que la seule raison pour laquelle les Blancs font des enfants, c'est pour simuler l'expérience de posséder un esclave. Et encore une autre qui était, je cite de tête, j'ai enchaîné ma nièce de 4 ans au belvédère du jardin en lui disant qu'elle était complice dans la traite d'esclaves. Elle s'est mise à pleurer, ce n'est qu'une preuve de sa fragilité blanche. Est-ce que c'est celle-là qui a été retweetée par Rokhaya Diallo? Alors, celle de Rokhaya Diallo, c'était encore une autre. J'explique, je crois que c'était de tête en janvier 2019 ou 2020. Titania partage...
partage une vidéo d'une personne woke qui parle, et en disant que cette vidéo est géniale, et ensuite elle dit à tous ceux qui vous demandent des preuves de racisme, répondez que le fait de demander des preuves de racisme est en soi une preuve de racisme. Donc ce genre de sophisme absolu, qui est un raisonnement circulaire, ouvertement, donc, qui est une blague, mais crédible, et qui a été retweeté au premier degré, du coup, par Rokhaya Diallo, la militante racialiste en France. Et un autre phénomène, parce que j'essaie d'expliquer que, on pourrait dire on s'en fiche d'un compte satirique, mais c'est très intéressant en fait. Titania a plusieurs fils sur son compte Twitter. Un fil qui explique, je le cite dans la note, toutes les choses qui ont déjà été décrites comme étant racistes, ou alors, dans leur logique systémique, comme participant à un système raciste. Et finalement, il y a une liste de 144 choses par les médias comme Slate, etc., dont le poisson, systémiquement raciste, les céréales, le changement climatique, etc. Donc on voit que ce terme raciste perd tout son sens. Et elle a un autre fil qui est à mon sens encore plus intéressant, qui est un fil de nombre de fois où elle a prédit, entre guillemets, l'avenir. Par exemple, elle accusait, évidemment, en blaguant, enfin c'est un conte satirique, Mary Poppins de commettre un blackface dans la scène de la cheminée. Donc je sais pas si vous avez vu Mary Poppins, à un moment elle sort d'une cheminée et il y a du charbon sur la tête, et donc elle fait un blackface. Donc nous ça nous fait rire. Le problème c'est que le New York Times, je crois que c'est le New York Times, il faudrait vérifier, reprend au premier degré, plusieurs mois après, en écrivant un article en disant Mary Poppins c'est quand même assez problématique, elle fait un blackface. D'accord. Pareil, Titania va encourager les jeunes femmes seules à faire de la randonnée dans les zones rurales du Pakistan, ce qui est évidemment fortement déconseillé. Et un article, je crois que c'est de Forbes cette fois-ci, va faire le même article, mais au premier degré, en disant que c'est évidemment une très bonne idée. Et donc on voit que entre la blague, entre le délire, entre la parodie et la norme woke, il y a une course, il y a une course à l'armement, et il y a une distinction qui s'écroule en fait. C'est-à-dire que même Rokhaya Diallo ne voit pas la différence parfois. D'accord. Pour conclure, peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de très religieux dans le wokisme ? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément en Amérique, au moment où il y a une baisse dans la pratique, donc de nombre de gens qui vont à la messe, chez les protestants notamment, à l'office, que les gens surgissent, enfin que le wokisme surgit. Il y a notamment un livre publié déjà, je crois, en 2014, qui parlait d'éthique post-protestante. Et c'est vrai que le protestantisme est plus individualiste que le catholicisme, parce que dans le catholicisme, disons on insiste sur le fait que la communauté peut tenir, entre guillemets, ses membres et qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Alors que dans le protestantisme plus individualiste, pour que l'individu se tienne bien, il faut qu'il porte en lui-même la conscience du péché. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache qu'il est faillible et qu'il a un péché originel en lui très fort. Et le problème, c'est que lorsque on perd l'aspect cultuel, donc la croyance au Christ en fait dans le protestantisme, et qu'on garde l'aspect purement culturel, eh bien, il n'y a plus de rédemption. Parce qu'avant, c'est le Christ qui sauve des péchés. Et là, on a du coup plus que le péché originel, ce qui se traduit en privilège blanc, racisme systémique, etc. Donc cette conscience du péché est très forte. Maintenant, par rapport, je dirais, au christianisme au sens large, il y a des points communs, ce qui est vrai, mais aussi des vrais points de divergence. Essayons de reconstituer, je dirais, le schéma théologique du wokisme. Il y a une révélation. La révélation, dans le christianisme, elle vient d'en haut, c'est le Christ, c'est Dieu qui l'apporte, etc. Ouais. Dans le wokisme, c'est tout ce qu'une minorité interprétera comme de la domination. C'est-à-dire qu'une minorité qui dit « j'ai été opprimé dans tel contexte », c'est vrai par définition. C'est de l'ordre de la révélation, c'est intouchable. Ouais, c'est « shut up, I'm a black woman ». Bah, voilà, par exemple. Et ensuite, à la place du martyr chrétien, donc le martyr chrétien qui avait ce paradoxe de quelque part, de par sa faiblesse, ou de par, je dirais, c'est pas vraiment sa faiblesse, mais disons sa faiblesse pour schématiser, pouvait renverser des tyrans, pouvait renverser César en se laissant tuer dans l'arène. C'est ce paradoxe du faible qui renverse le fort. Eh bien, on a pris ça, on l'a tordu et on l'a transformé en victime. Alors que la victime et le martyr ne sont pas tout à fait les mêmes, même s'ils ont des points communs. Disons que le point de vue authentiquement chrétien, ce serait que c'est celui qui est capable de jeter l'anneau dans le feu dans le Seigneur des Anneaux. C'est celui qui pourrait avoir le pouvoir et la puissance et qui choisit de renoncer, alors pas forcément au pouvoir en tant que tel, mais à je dirais, l'arrogance du pouvoir et l'hubris de la toute-puissance. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. D'ailleurs, dans le Seigneur des Anneaux, personne n'est capable de jeter l'anneau dans le feu. Les uns après les autres, ils n'y arrivent pas. Et ce n'est pas un hasard si l'anneau tombe un peu par hasard
dans la lave du volcan, du de la volcan. montagne J'ai oublié le nom de la montagne. Et là, par contre, où c'est très différent, c'est que le christianisme explique que nous sommes tous pécheurs, en fait, et qu'il y a le Christ qui vient nous sauver, mais on est tous plus ou moins pécheurs, etc. Alors que là, dans le wokisme, il y a une séparation nette entre une certaine élite et le reste de la population qui est endormie. Et c'est là, c'est une belle manière de conclure, le terme woke prend tout son sens. Il y a quelques éveillés, une élite un peu illuminée, qui, elle, a eu la révélation diversitaire, et du coup cherche à rééduquer un peuple qui est enfermé dans le mal, que le peuple ne perçoit pas. Il y a par exemple, je cite quelqu'un qui dit que il faut un certain type d'éducation pour percevoir le sexisme partout présent dans notre société. Donc là, cette idée d'une petite élite éduquée, illuminée, éveillée, woke, qui voit le mal que le bas peuple ne perçoit pas, que le commun des mortels n'arrive pas à voir. Et de ce point de vue-là, ça explique la virulence en fait de la cancel culture. On est prêt à démolir, à annuler des personnes parce qu'elles sont foncièrement mauvaises. Et il n'y a pas ça dans le christianisme. Il y a plutôt la phrase de Solzhenitsyn qui dit que la ligne de partage entre le bien et le mal ne passe pas entre les classes, entre eux, etc. Elle traverse le cœur de chaque homme. C'est-à-dire qu'elle est en nous et il y a du bien et du mal en nous. Dans le wokisme, on distingue les mauvais et les gentils. Très bien, merci beaucoup Pierre Valentin pour cette très belle conclusion. Allez voir cette note, l'idéologie woke, anatomie du wokisme et la partie 2 face au wokisme, c'est ça. C'est disponible en libre accès sur le site de la Fondation pour l'innovation politique. Et je te remercie Pierre. Merci Baudouin.